Bonjour Didier Durandi, vous êtes vous êtes écrivain, vous êtes aussi spécialiste en ressources humaines, hein, c'est votre métier et vous venez de publier aux éditions Erol votre nouvel ouvrage intitulé L'audace avec Renaud Tomaso et Pascal Van Koutsem. Voilà. Ouais. Comment adapter votre niveau d'audace à chaque situation? C'est un livre très stratégique. Cher Didier Durandi, vous nous donnez le mode d'emploi de l'audace. Parce que généralement, quand on dit de quelqu'un « il est audacieux », ce serait comme une qualité, on est né avec de l'audace. En réalité, l'audace est en chacun de nous. Il suffit de sortir cette audace. C'est un peu ce mode d'emploi. Absolument, absolument. En fait, l'audace, c'est de l'énergie. Et c'est pour ça que je me suis associé à Pascal Van Koutsem, parce que lui est un spécialiste dans l'approche neurocognitive. Et j'avais besoin de support technique pour parler de l'audace et de la façon de la développer en soi. C'est de l'énergie, on a de l'énergie, on l'utilise comme on veut, idéalement, comme on peut si on ne sait pas dans quel sens évoluer. L'audace, c'est comme apprendre à nager. Et c'est aussi le vouloir, parce qu'on peut avoir de l'audace pour certaines choses et ne pas en avoir pour d'autres choses. C'est comme quand on recherche un job, quand on lance un nouveau produit. Si c'est vraiment quelque chose qui est au fond de ses tripes, on sait que ça va marcher, on va se battre, on va pas dormir, on va trouver cette énergie nécessaire. Mais s'il y a quelque chose qui nous dit que finalement c'est pas vraiment ce qui est au fond de notre vie, eh ben ça marchera pas. Oui. En fait, quand je dis que c'est un peu comme apprendre à nager, techniquement, on peut savoir nager. Tout le monde peut nager, mais est-ce qu'on l'apprend? Ouais. Est-ce qu'on est formé pour ça? Eh ben, l'audace, on a de l'audace en naissant, mais est-ce que dans sa famille, on est habitué, entraîné à l'utiliser? Est-ce que dans son éducation, on est formé pour ça? Et dans son job, est-ce qu'on favorise l'audace? Or, il y a une étude extraordinairement intéressante qui est sortie fin 2014 par l'Ipsos sur l'audace et les Français. Or, 50% des Français estiment qu'on ne favorise pas l'audace dans l'entreprise. Et ça, c'est une source d'information pour moi extraordinaire aussi. Pourquoi on ne favorise pas l'audace dans l'entreprise en France, alors qu'aux États-Unis, en Chine, en Angleterre, en Allemagne, on favorise l'audace? Voilà, mais j'ai envie de vous demander d'abord, qu'est-ce que l'audace? Est-ce la niaque? L'audace, je l'ai défini dans le livre, vous le verrez, parce que j'avais besoin justement de pouvoir répondre rapidement, succinctement à ce genre de questions qui est là-bas. Pour moi, il y a 3 ingrédients dans l'audace. Il y a la surprise. On ne pensait pas qu'il le ferait. Il y a le superlatif. Il a fait plus vite, il a fait plus économique, plus efficace. Et puis, il y a la différence. Il ne fait pas comme tout le monde. Tout le monde sera allé par là, il est allé par là, il a gagné. C'est la disruption, ça. Alors pour moi, avec ces 3 ingrédients-là, je peux pratiquement répondre à toutes les questions sur l'audace. Oui, mais c'est pas la niaque, alors. La niaque, ça, c'est autre chose. La niaque, c'est ce qui donne envie de faire preuve d'audace. Oui. L'audace, c'est une attitude, voilà. Parce qu'en réalité, on peut avoir la niaque, comme on dit, c'est-à-dire avoir envie de quelque chose et se battre à fond, mais ne pas faire preuve de disruption et rester dans le rang. Simplement faire la même chose. Exactement. Et bien ça, c'est l'introduction du livre. On peut être timide, d'abord, mais les grands timides sont très audacieux. Ah, j'en ai connu énormément. Par un coup. Mais est-ce qu'ils savent orienter leur audace dans la bonne direction? Ou alors, de temps en temps, ils se défoulent, mais ils peuvent se tromper. Alors, et après, s'ils sont déçus, ils vont revenir timides. Donc, j'ai tout un paragraphe sur les timides et l'audace. Mais c'est une attitude, l'audace. J'ai connu des gens très timides qui arrivaient à d'énormes postes, qui créaient leur société, qui levaient des fonds et qui devenaient millionnaires. C'est incroyable. Mais exactement. Mais et vous le dites aussi, en fait, c'est un déclic. Si vous prenez quelqu'un de non audacieux, j'ai interviewé plus de 100 personnes pour faire ce livre. Et vous allez voir, il y a des définitions d'audace par des personnes assez passionnantes. Et quand je leur demande quel est votre niveau d'audace sur une échelle de 0 à 10,
vous avez des personnes qui répondent avec les larmes aux yeux. Moi, c'est 2 ou 3. Donc, il y a quelque chose qui les perturbe. Pourquoi c'est 2 ou 3 ? Parce que les parents ont dit, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Il faut rester dans le politiquement correct. Tu verras ça plus tard. Mais c'est quoi plus tard ? Alors qu'aux États-Unis, où j'ai habité longtemps, les parents disent, tu veux essayer, vas-y. Mais tu sais que ça peut échouer. Tu prends ton risque. Ouais. Vous voyez, il y a une sorte de liberté qu'on donne, une liberté d'appréciation qu'on donne aux enfants. Et c'est un petit peu ce message-là que j'essaie de faire passer dans le livre. L'audace est proportionnelle au risque. Mais il y a des risques qui sont minimes, autant essayer. Le non-audacieux, quand vous lui dites, il y a 1 chance sur 100 que ça marche, votre truc. Le non-audacieux, il va dire, bon, je ne sais pas. Parce que l'audacieux va quand même essayer. Et le non-audacieux, il va regretter après. Après, il vous dit, il voit que si ça marchait, quelqu'un d'autre l'a fait marcher, il va dire, si j'avais su, j'aurais dû. Et moi, je lutte contre le. Oui, mais s'il y a beaucoup de gens qui se disent, il y a 1 chance sur 100 pour que ça marche pas, donc je n'y vais pas, c'est celui qui se dit qu'il va y aller, qui augmente en plus sa proportion de pouvoir gagner, puisqu'ils sont moins nombreux à vouloir aller en haut de la montagne. Oui, mais l'audacieux va dire 1 chance sur 100, ça me suffit. Oui, parce qu'il y en a quand même une. Vous voulez travailler pour une grande entreprise française, vous envoyez votre CV avec l'aide de motivation, vous attendez. Est-ce que c'est audacieux ? Non. Non. Moi, j'ai un client qui voulait travailler chez Renault. Son rêve, c'était Renault. C'était moderniser et faire en sorte que Renault se développe d'une façon différente avec lui, créer des modèles originaux, tout ça. Il a envoyé son CV avec une lettre de motivation. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a trop de monde qui fait la même chose. Ouais. Et ça, c'est un de mes arguments. On ne les lit plus, les lettres de motivation. Vous ne pouvez pas ne pas être audacieux si vous voulez obtenir quelque chose. Je lui ai dit, écrivez à Gozn. Directement. Bah, évidemment. Mais vas-y, et il va me dire, mais peut-être il ne répondra pas. Et ça m'est égal. Oui. Mais vous avez essayé. Vous avez essayé, vous êtes fier de vous, vous vous estimez et vous ne regrettez pas. Si vous écrivez à Carl Gozn et il ne répond pas, tant pis, quel est le risque en fait ? Il n'y a pas de risque. C'est comme avec les jolies filles, hein. Certains disent il faut tout essayer. Hein. C'est comme ça. Hein, vous connaissez. Hein, voilà. La plus belle fille dans une boîte de nuit ou dans un cocktail. Si personne ne l'approche. Tout le monde dit elle est trop belle pour moi. Ça ne marchera pas. L'audace, c'est ça. Alors donc, il y a les 3 ingrédients. Hein. La surprise, on ne s'attend pas à ce que vous le fassiez. Le superlatif, je vais plus fort que les autres. Comme ça, j'ai plus de chances d'y arriver. Et puis, il y a la différence, une approche différente. Regardez l'élection présidentielle qui approche. Didier Durandi. On va prendre le cas de la droite. Cette conversation, elle tombe bien parce que je l'ai eue avec des parlementaires, avec des députés, avec des anciens ministres, où on parlait du cas des 3 grands prétendants à droite. Et on me disait... On m'explique que François Fillon, il en a envie, mais pas trop. Il manque de. Pourtant, il travaille, il fait preuve même d'audace dans ses propositions, mais il y a quelque chose qui percute pas. Il peut dire tout ça passe inaperçu, il est toujours en bas. On ne sait pas pourquoi. Et puis après, vous avez Alain Juppé, on me dit, oui, mais Alain Juppé, il donne le sentiment qu'il en a envie parce que c'est la dernière fois, et puis de toute façon, il n'a plus rien à perdre maintenant, parce que vu son âge, il sait que s'il rate le train, là, bah, de toute façon, il l'aura raté, donc il y va. Mais vous avez en face Nicolas Sarkozy, et certains me disent, est-ce qu'il en a vraiment envie ? On ne sent pas qu'il en ait vraiment envie, il a surtout envie de revanche. Et c'est pas pareil. Puis après, quelqu'un d'autre, une ancienne ministre, me dit, oui, mais... la revanche, c'est un moteur encore plus fort que l'envie. Donc, en fait, on est tous guidés au fond de nous-mêmes par quelque chose d'invisible qui relève du psychologique. Mais je ne pense pas que la revanche soit supérieure ou inférieure à l'envie. C'est une envie de se battre. C'est un moteur, voilà. Mais est-ce que c'est le meilleur moteur, la revanche ? Je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à favoriser ce qui est positif. Je veux être président parce que j'ai quelque chose à apporter. Pas parce que je veux gommer mon ancien échec. Parce que j'estime que mon échec, il était injuste en 2012. Voilà, c'est ça. Moi, je travaillerai plus, mais alors, me faites pas faire de politique. Non, mais on parle de psychologie. Plus sur les raisons de l'échec passé pour rebondir.
Et nos politiques, et dans beaucoup de pays, n'aiment pas tellement ça. Quand ils disent « j'ai changé », et je ne donne pas de nom, mais ils l'ont pratiquement tous dit. Ils l'ont tous dit. Regardez-moi, j'ai changé. D'abord, c'est pas bon de dire « j'ai changé ». J'ai changé si vous pensez que j'ai changé. Et on ferait mieux de demander aux citoyens, au public, est-ce que vous avez l'impression que j'ai changé ? Si vous répondez oui, je sais que j'ai changé. Mais tout seul, dire j'ai changé. Alors je reviens à l'audace. Si tout seul, je vous dis que j'ai de l'audace, qu'est-ce que je prouve ? Rien du tout. Ouais. Si je vous dis j'ai fait ça, vous me dites vous avez de l'audace, Didier Durand-Dit. Oui, mais on peut ne pas avoir changé et donner la perception qu'on a changé parce que le monde a changé. Et on était peut-être avec un peu d'avance, on était peut-être en décalage il y a 10 ou 15 ans. Mais pour ça, il faut regarder, il faut s'intéresser à l'extérieur. Il faut voir comment évolue le citoyen, comment évolue la demande. Il faut s'intéresser un petit peu à la demande et pas juste au moment d'élection. Il faut continuer après. Et c'est pour ça que c'est difficile. Mais je pense que, pour finir sur la politique, tous les politiques sont assez audacieux quand même. Oui, sinon ils ne feraient pas ce qu'ils font. Et l'étude Ipsos le prouve, il y a plus d'audacieux en politique que dans l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, mais paradoxalement, ils ne le sont plus quand ils arrivent au pouvoir. Ils disent là, on ne veut plus rien faire, là c'est compliqué, on va avoir une grève, on va avoir ceci. Voilà. Ils sont audacieux au moment de conquérir le pouvoir, d'aller sur les marchés. Vous auriez pu l'écrire, le bouquin. De tout promettre, hein, c'est ça, hein, voilà. Une fois qu'ils ont... tout promettre, et je pense qu'ils le croient vraiment, mais qu'après, ils sont repris par les contraintes de leur fonction, et que leur audace, elle est plus dans la conquête, elle est dans la survie. Et je l'écris, ça. Ouais. Une fois que vous avez été élu, qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est rester. Donc l'audace vis-à-vis des personnes qui vous ont élu, c'est plus vraiment... ça les déçoit. Oui, mais ils promettent beaucoup de choses. Ils font croire beaucoup de choses au moment de la campagne. Et les maires... On pourra, je ferai, moi ce sera différent. Alors ça, c'est intéressant aussi. C'est la technique du dragueur à 5h du matin en boîte de nuit qui fait croire avec moi, on partira tous les week-ends aux îles Canaries, au Baléares, à 10h du matin. Au revoir. Merci beaucoup. Et encore. Merci d'être venu. Voilà. C'est ça. Attendez, parce que c'est super intéressant votre question sur les politiques. L'audace, elle se déplace. Et si un politique a la possibilité d'être réélu, il va n'avoir que ça en tête, c'est être réélu. Et ça n'intéresse pas le public. C'est une audace qui n'intéresse plus. L'audace pour se faire élire intéresse. Alors vous dites, est-ce qu'ils promettent des choses qu'ils ne peuvent pas tenir ? Et c'est effectivement le piège dans lequel ils tombent, mais ils le savent bien. C'est que si vous ne proposez pas et vous ne promettez pas des choses extraordinaires, vous n'êtes pas élu. Donc vous allez au-dessus de ce que vous pouvez vraiment faire pour être élu. Vous promettez que ce soit des impôts, que ce soit de l'économie, que ce soit le chômage. Vous promettez des choses et vous savez que c'est pratiquement pas faisable. Mais si vous étiez très honnête, et peut-être ça serait intellectuellement, je veux dire, c'est peut-être une option pour un futur politique en disant je ne vais pas vous promettre des choses que je ne peux pas tenir. Ouais, mais lorsque Raymond Barre a fait une campagne en disant ça, il n'a pas été élu. C'est pas sexy. Voilà. C'est ce que Raymond Barre avait fait. Mais peut-être un jour, le public voudra ça. Alors, dans une entreprise, on va quitter la politique. L'audace en entreprise, pourtant, est-elle de moins en... Est-ce que c'est moins bien vu ? Est-ce que ça va reprendre ses lettres de noblesse ou pas ? Parce que pendant très longtemps, dans une entreprise, c'était on sort le parapluie et le risque zéro. Et par exemple, celui qui avait de l'audace et une bonne idée, mais que ça sous-entendait un risque, par exemple quand on devait choisir deux fournisseurs en cabinet de consultants, où on a celui qui avait des belles références, qui avait travaillé avec l'État, mais qui avait aucune audace dans ses propositions, était retenu par rapport à l'inconnu qui n'avait aucune référence, mais qui avait une super idée, parce que en réalité, même si celui qui a des belles références s'est planté, en conseil d'administration, le directeur général ou le PDG peut dire « Bon, ils se sont plantés, mais regardez, j'ai quand même choisi un cabinet qui a travaillé pour le ministère de ceci, cela, et pour la banque ceci, et voilà. » C'est le parapluie. Oui, attendez, parce que vos questions... Posez une question et il y a 15 réponses possibles.
Je reviens à la notion de risque. La notion de risque. L'audace, j'ai fait des diagrammes ici, l'audace est proportionnelle au risque. En dessous d'un certain taux de risque, c'est l'inhibition. Au-dessus de ce qui est acceptable, c'est la folie pure. L'audace, c'est entre les deux, entre l'inhibition et la folie pure. En France, le risque n'est pas bien perçu. On commence à en parler, mais est-ce qu'il est accepté dans l'entreprise? Si je vais voir un nouveau client et je dis à mon patron, je prends un risque sur ce client de 50 000 €, mais peut-être il ne paiera pas. Le patron, il vous dit non. En général, il vous dit non. Vous prenez Jeff Bezos, le patron d'Amazon, je crois que c'est le patron d'Amazon. Oui. Il a dit, j'ai lancé... patron, c'est pas pareil. Oui, attendez. J'ai lancé la montre connectée un petit peu trop tôt, ça a été un échec. Je mets en provision de perte 250 000 ou 300 000 $. Et ça m'est égal. C'est le patron qui dit ça. Parce que je veux que mes collaborateurs fassent preuve d'audace, il le dit, et fassent preuve d'audace et fassent des expériences, parce que de temps en temps, il y en a une qui marchera, ça me va. Il a passé la perte, et il a passé en perte et profit sa perte. Vous voyez, ça c'est une attitude. Je reviens toujours au fait que l'audace c'est une attitude. Alors évidemment, le petit vendeur qui va voir son patron en disant il y a un risque là, d'abord est-ce qu'il va prendre lui l'initiative de dire à son patron il y a un risque, parce qu'il risque d'être mal vu. Donc il ne va pas le faire. Moi, quand j'étais dans la banque, mon patron disait je veux zéro perte sur les clients. Je veux zéro, sans ça je tue. Et je me souviens qu'il ait dit ça. Donc on ne prend pas de risque. On prend pas de risque. Vous êtes mon patron, si vous me dites allez-y sur des clients, j'accepte des découvertes, je vous donne une ligne de 50 000 € à répartir sur plusieurs clients, je vais développer le chiffre énormément. Bien sûr. Mais quel est le chef d'agence, quel est le directeur régional d'une banque qui vous dit je vous donne 50 000 € de perte potentielle? Alors, j'ai répondu à votre question. Oui, mais c'est possible. Alors, est-ce que c'est plus davantage possible quand on est son propre patron? Vous avez pris l'exemple de Jeff Bezos, je vais prendre un exemple d'actualité. Oui. Quand Vincent Bolloré décide de bouleverser la grille de Canal+, de certaines émissions, les mettre encryptées, etc., il sait que c'est son argent, c'est sa chaîne. Donc, il fait preuve d'audace, de risque très important, mais aucun cadre ne se serait approché au moment du rachat de Vivendi et de Canal+ par le groupe Bolloré, de Vincent Bolloré, en lui disant Monsieur Bolloré, si on changeait complètement, etc. Personne n'aurait eu cette audace. Parce qu'il aurait dit, là, c'est un risque stratégique énorme. Il n'y a que le propriétaire du navire qui peut réorienter le navire de cette manière. Oui et non. Il y a une notion de plaisir. Hein. Le PDG, le propriétaire, peut se faire plaisir. Oui. En disant, moi, je peux me permettre de perdre 50 000 €, 100 000 €, 1 million d'euros. Oui, sachant que là, on n'est pas dans les 100 000 €. Les pertes, hein, c'est les millions. Là, mais parce que c'est mon groupe. Oui. Et il y a une notion de plaisir à prendre des risques. Si le chef d'entreprise, et j'en ai connu, disent à leurs collaborateurs, allez-y, prenez des risques limités. Vous avez deux conséquences qui sont super positives. Un, surtout, vous motivez vos troupes, qui se sentent véritablement investis d'un pouvoir de réaliser quelque chose et d'agir. C'est très motivant, si votre patron vous dit ça. Et en plus, ça le fait toucher du doigt ce qu'est une décision stratégique. Il est dedans. Mais malheureusement, dans un grand nombre d'entreprises, même les PME, même les TPE, le propriétaire, le patron, le gérant, le président, le directeur général est le seul à pouvoir se permettre de prendre des risques. Et en dessous, c'est profit bas. Et c'est contre ça que je lutte. Chacun doit pouvoir prendre une petite part de risque et développer son audace. Sinon, on ne peut pas lutter contre la concurrence. Regardez les drones, le nombre d'années qu'on a perdu sur les drones parce qu'on n'a pas voulu le faire nous. Alors maintenant, on achète des drones américains et on s'y met doucement. Pourquoi c'est long? Moi, c'est une question à laquelle je cherche à répondre depuis des années. Pourquoi c'est plus long en France d'appliquer quelque chose qui existe? Et aux États-Unis, ils l'appliquent tout de suite. Ça ne marche pas en ferme. Mais nous, avec les comités, c'est long, on va y arriver. Regardez, les décisions en France, c'est très, très, très long.
Vous prenez un exemple dans votre livre. Alors, on va avoir votre Paris-Toulouse est arrêté en gare de Gourdon depuis 15 minutes par des manifestants qui bloquent la voie. Pas de solution en vue car les CRS postés en face n'ont pas d'instruction. Donc vous imaginez, le train est bloqué. Et en plus, j'avais ma mère dans le train. Les manifestants bloquent la voie. Les CRS sont en face, n'ont pas d'instruction. Que faites-vous d'audacieux pour faire repartir le train? Ben là, la réponse est dans le livre. Je suis obligé de laisser le... Non, dites-nous. J'ai promis. Allez, je sais qu'il y a d'autres... C'est pas très compliqué. Je voudrais que chacun réfléchisse à ça. Il y a la réponse dans le livre. J'ai promis de ne pas la donner. Parce qu'en fait, tout le monde aurait pu le faire. Et peut-être, on peut finir là-dessus. Si vous dites à quelqu'un qui n'a pas d'audace, qui a des problèmes avec son patron, qui a des problèmes avec ses collaborateurs, qui a des problèmes avec son épouse ou avec son époux, si vous lui dites, si vous aviez de l'audace, vous feriez quoi? Oui. Et la personne vous répond. Elle vous dit. Elle a la solution. Donc ça montre bien qu'on a l'audace intrinsèque. Elle vous apporte la solution, mais elle ne la fait pas d'elle-même. Alors moi, quand je fais du coaching en audace, c'est pas très compliqué. Vous en avez assez de votre patron depuis 5 ans et il vous traite de façon inadmissible, il ne vous donne pas de liberté de manœuvre. Qu'est-ce que vous feriez si vous avez de l'audace? Il me donne la réponse. Je dis, bien écoutez, on y va. Alors oui, il faut peut-être se préparer, et c'est l'objet du bouquin. Oui. Il faut se préparer, on ne va pas tout de suite monter au créneau, la fleur au fusil. Mais il y a une préparation mentale quand même, il faut être en forme. Alors, il y a une chose qui est très intéressante, c'est le parallèle entre l'audace et la confiance en soi. Les Américains disent... Ou l'inconscience. Oui, quelquefois, oui. Mais là, c'est la folie pure. Ouais. Les Américains disent l'audace, c'est de la confiance en soi. Alors, moi, modestement, je suis convaincu que ce n'est pas vrai. C'est qu'il y a une spirale entre les deux. Peu importe que vous commenciez par la confiance en soi, peu importe que vous commenciez par l'audace, mais il y a une spirale vertueuse. Ce qui est intéressant, c'est l'estime de soi. Est-ce que je m'estime suffisamment pour aller voir mon patron en disant ça suffit? Alors, j'en connais encore des gens tellement audacieux qui n'ont peur de rien, qui se ramassent beaucoup, on les prend pour des fous, etc., mais qui n'ont peur de rien. On a besoin de personnes comme ça. On a besoin des gens, mais vraiment qui n'ont peur d'absolument rien, quoi. Voilà. Écoutez, Blair, on se dit, le gars va se taper. Combien de fois il a planté son avion avant de traverser la Manche? Oui. La vie de Berriot est passionnante. Combien de fois sa société a fait faillite? Il recommence. Et alors, il y a un je vais respecter votre mystère parce que j'ai trouvé, vous dites que vous ne voulez pas le faire partager et que les gens doivent lire le livre. Ouais, bon, je respecte. Alors, donnez-nous quand même un autre point. Allez, un autre exemple que vous pouvez nous faire partager, cher Didier, sur l'audace. Il y a une expérience qui est assez amusante, c'est que j'avais un ami qui était invité à une grande soirée à Paris, au pavillon d'Ermenonville, et il a été mis dans l'hôpital militaire de Vincennes pour indiscipline. Il a été bloqué avec des blessés, des handicapés et des prisonniers. Mais on était étudiants, hein. Donc il reste là, il ne pouvait plus sortir. Moi, j'avais besoin de lui pour aller à cette soirée. J'ai décidé de le sortir. Et moi, ça m'amuse, en fait. Donc, je suis rentré avec une grosse voiture, habillé en costume, et je dis, j'ai instruction de venir rechercher le colonel pour le cercle militaire. On monte la barrière, je rentre. Alors, évidemment, je n'étais pas très, très fier, hein, avec la voiture dans l'hôpital militaire de Vincennes, et je fais le tour, et je vois parmi tous les gens qui étaient là... des malades, des blessés, des handicapés, tout ça. Je vois mon copain qui était là, une espèce de robe de chambre réglementaire. Je stationne la voiture, il me voit, il va derrière la voiture, j'ouvre le coffre, je le mets dans le coffre. On est parti. Tout simplement. C'est pas très compliqué, en fait. C'est jamais très compliqué. La seule chose, c'est qu'il faut voir l'ensemble de la situation. Moi, j'ai des clients qui sont... on dit placardisé aujourd'hui, c'est pas très joli comme expression, mais j'avais une femme qui était mise au grenier d'une grande banque française, boulevard Haussmann, pendant 2 ans. 2 ans.
Et son mari lui dit, il faut démissionner. On veut plus de toi. Et lui, il voulait pas de problème à la maison. Elle voulait se battre, mais son moral descendait. Elle commençait à déprimer, il s'occupe plus des enfants, il s'occupe plus d'elle. Eh bien, mon rôle, il est passionnant, c'est pas très compliqué. Je lui ai dit, vous faites du sport, vous occupez de vous, vous avez quoi faire, vous occupez des enfants, vous reprenez confiance en vous. Là, on prend confiance en soi. Et puis, quand vous êtes prête, vous venez me voir, et elle revient me voir au bout de 2 semaines, elle avait complètement changé. Et je lui ai dit, vous allez voir votre N+1 sans rendez-vous. Vous ouvrez la porte, vous allez vous mettre en face de lui, vous le regardez dans les yeux, et vous lui dites, je ne démissionnerai pas. Vous sortez, vous n'attendez pas qu'il réponde, vous allez voir la DRH, c'était une femme, et vous faites la même chose, vous rentrez, vous mettez en face d'elle, debout, je ne démissionnerai pas. Et vous remontez au grenier. 15 jours après, elle avait une nouvelle responsabilité dans la banque. C'est pas grand-chose. On tape du poing sur la table. Vous donnez quelques commandements, finalement, les points clés de l'audace. Oui. En réalité, j'ai déjà lu pas mal de choses. C'est réactualisé à la Didier Durandi, mais c'est l'art de la guerre. Et ça fait pas mal d'années aussi. Oui. Non, mais il y a beaucoup de choses dans l'art de la guerre. Oui. Mais justement, la surprise. Oui. Mais la surprise, je vais vous dire pourquoi j'ai fait le bouquin. Parce que sentir son adversaire. Oui, mais quelquefois, il n'y a pas d'adversaire. Il y a des grands sportifs qui disent adversaire, c'est soi-même. Ça dépend. Si c'est la boxe, c'est pas soi-même. C'est la natation, oui, ça peut être soi-même. Pourquoi j'ai fait le bouquin? Parce que vous entendez toute la journée des leaders politiques, des chefs d'entreprise qui vous disent faites preuve d'audace. Et ben là, j'en ai eu un peu assez de dire faites preuve d'audace et des personnes qui vous disent mais j'ai pas d'audace. Donc c'est malin de me dire de faire preuve d'audace si j'ai pas d'audace. Donc le bouquin, c'est un mode d'emploi très simple qui permet de se roder pour faire preuve d'audace et faire en sorte que on soit convaincant. Et vous n'êtes convaincant que si vous êtes convaincu de ce que vous voulez faire. Donc c'est simplifié avec une méthodologie, parce que c'est mon métier, la méthodologie, de façon à ce que tout le monde puisse dire je l'ai fait. Voilà. Le mode d'emploi de l'audace de Didier Durandi est publié aux éditions Erol. Je précise, cher Didier Durandi, que vous habitez aussi sur la presqu'île guérandaise. Vous êtes spécialiste en ressources humaines. Vous êtes consultant même dans ce domaine au niveau international. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, cher Didier Durandi. L'audace, mode d'emploi de Didier Durandi est publié aux éditions Erol.